Bonjour à tous et bienvenue dans cette première émission de Greenwatching, l'émission où les jeunes journalistes, on va parler d'environnement. Alors aujourd'hui, tout va tourner autour du festival de Montsartou. Alors je vous rassure, ça va pas être ennuyant du tout, vous allez apprendre plein de choses. On va passer au sommaire. Vous allez d'abord voir un reportage magnifique sur le prix du livre engagé pour la planète. Dans les chroniques, ça va commencer avec Lucas Métairie qui va vous parler du e-book. Est-ce que c'est écologique ? Et puis enfin du cinéma avec Maxime Conchon qui va vous parler de la série docu de Cyril Dion. Laura Hu est avec nous. Bonjour Laura. Et on a un invité, merci beaucoup d'être venu. C'est Vincent Corbier, l'organisateur du festival et notamment chargé du dispositif du écologique du festival. Ça va bien rentrer de Montsartou ? Oui, merci, bonjour. Et donc voilà, content en tout cas de cette édition. Oui, mais c'est toujours des éditions passionnantes, fatigantes, mais desquelles on ressort en pleine forme et reboosté pour l'année à venir. Plein de bons débats, plein de belles rencontres, donc on est très content de l'édition. Ouais. En tout cas, Montsartou, je vous vois réagir. Qu'est-ce que c'est que ce festival ? Alors c'est un festival du livre qui compte parmi les plus importants en France. Il y a des débats, il y a des films, il y a des spectacles, il y a des expositions et donc bien sûr des livres avec de nombreux auteurs. Ils ont été plus de 300 à venir cette année avec de grands noms comme Guillaume Musso, Bernard Werber, Alain Damasio, même François Hollande dimanche, vraiment le gratin du gratin. Cette année, le festival il a eu lieu du 7 au 9 octobre. Il vient tout juste de se terminer. Gros succès, sauf peut-être le dimanche parce qu'il y a eu de la pluie, donc forcément les personnes étaient un peu moins nombreuses. En tout cas, c'est un festival, tout comme la ville de Montsartou, qui a une âme vraiment écolo, respectueuse de l'environnement, avec des auteurs d'ailleurs qui parlent de cette thématique. Et ça, les journalistes de l'équipe de Greenwatching l'ont bien remarqué. Et ils vous ont préparé des reportages vraiment aux petits oignons. Justement, le premier reportage sur le thème du festival de cette année, être humain, point d'interrogation. Je vous en dis pas plus, Emma Sorli et Louise Bess vous éclairent dans ce reportage. On se retrouve juste après pour le développer. C'est vous ? C'est moi, oui, je suis Dominique là. Hop, pardon. Voilà. Être humain, est-ce que ce sont ces sourires ou bien cet échange ? Pour cet écrivain, ces conversations ont toute leur place dans le thème du festival. Elle m'a dit je ne savais pas que vous me connaissiez si bien. Et ça veut dire que j'ai touché l'épicentre. L'épicentre de la personne, enfin pas de la personne en tant que personnalité, mais de la personne en tant qu'être humain. Donc on est dans le thème. Les sourires sont tout aussi présents parmi les bouquinistes. Ces passionnés de livres partagent la même définition d'être humain. Et même dans notre rôle, moi dans mon rôle de que je joue à la marchande, je veux dire, mais en fait on est vraiment dans l'humanité, vraiment quoi. Voilà, on n'est pas j'achète, je vends, je ne parle pas aux gens, non, on prend le temps, on prend le temps. Pour les visiteurs, les réponses sont aussi multiples que les couleurs de l'affiche. Quand on se regarde, il y a beaucoup de diversité dans les sociétés, les communautés. Il en existe tellement qu'il n'y a plus de vraie définition d'être humain. Les sentiments, tout ce qui est émotion, le fait de ressentir quelque chose, de faire ressentir. Des émotions qui vont par la suite s'expandre et créer des sentiments. Et selon l'histoire qui va se dérouler, parce qu'on a tous des histoires différentes, ça fait des histoires uniques pour chacun. Être humain, deux mots pourtant simples mais qui proposent autant d'interprétations que d'être humain. Merci beaucoup Vincent d'être là. Maintenant on va passer à la première chronique de l'histoire de Greenwatching. Ça se passe avec Laura Hu, pas trop la pression. Ça va. En tout cas, tu vas nous en dire un peu plus sur le thème être humain. C'est quand tu veux. Alors oui Marco, cette année le festival de Montsartou s'est concentré sur la question être humain. Alors c'est un thème très vaste parce que être humain c'est universel, ça nous rassemble, ça nous divise parfois et ça amène 1 milliard de questions sur nous-mêmes, notre monde, notre mode de vie et de consommation, nos différences et ressemblances, mais au-delà de son caractère intemporel, cette réflexion sur l'humain, elle est profondément d'actualité. Où se place-t-on quand l'inhumanité prend le pas sur l'humanité ? Comment fait-on pour parler d'humanité quand des guerres font rage dans le monde entier ? Quelle est la place, la responsabilité et le rôle à jouer de l'humain dans l'impératif écologique ? Eh bien, une des réponses, ce sont les livres. Les livres pour éveiller les consciences d'un monde trop souvent endormi, les livres pour apprendre, comprendre, s'évader, s'attacher, s'émouvoir et se construire. Un livre justement qui t'a particulièrement marqué ? Alors oui, on sait tous que la guerre en Ukraine fait rage aux portes de l'Europe et pendant le festival de Montsartou, il y a notamment
un livre du coup qui a marqué mon attention. C'est celui d'Olivier Weber, Naissance d'une nation européenne. En fait, il se présente sous la forme d'un carnet de route, un voyage sous les bombes, écrit par un reporter de guerre, qui met au cœur de son ouvrage l'espoir, l'humain dans l'inhumanité. Dans une écriture subtile, parfois presque poétique, il décrit un peuple soucieux de son combat, fort de sa résilience, de résistance, enclin à défendre ses principes, la liberté d'expression, la démocratie et le respect des droits de l'homme. On sait justement que tu as rencontré une grande reporter, Marine de Tilly. Est-ce que tu peux nous en parler ? Alors oui, en effet, Marine de Tilly, en fait, c'est une écrivaine française qui est partie en Syrie à la rencontre de la nouvelle maire de Raqqa, Leila Mustafa. Raqqa, qui je le rappelle, était l'ancienne capitale autoproclamée de l'État islamique. Suite à ça, Marine de Tilly, elle écrit un livre avec pour titre « La femme, la vie, la liberté ». Ce dicton qui à l'origine était le cri de ralliement des femmes combattantes kurdes contre Daesh est devenu le slogan clamé dans le monde entier en soutien aux femmes iraniennes, un titre qui met à l'honneur la solidarité et la résilience face à la violence des femmes. La rencontre entre Leila et l'autrice est également mise à l'image dans le film 9 jours à Raqqa, réalisé par Xavier de Lausanne. Comment reconstruire, comment retrouver un semblant d'humanité à partir des ruines et des âmes meurtries d'une ville tout entière? C'est de ça dont il est question. Marine de Tilly met au cœur de son travail la paix dans des pays déshumanisés. Elle dit même, et je cite, « Il y a beaucoup de monde pour faire la paix, beaucoup de monde pour faire la guerre, un peu moins pour faire la paix ». Elle décrit son travail comme une manière, une responsabilité d'aller dans les coins où il fait noir pour montrer à quel point la guerre défigure l'humanité. Oui, c'est intéressant. Et justement, est-ce que tu as des choses à nous dire peut-être sur les expositions qui ont retenu ton attention ? Alors oui Marco, une exposition qui a particulièrement retenu mon attention, c'est celle des éclaireuses d'humanité qui célèbrent les femmes sauveuses et sauvées au large des côtes libyennes avec des photos d'archives de l'association humanitaire SOS Méditerranée. C'est une véritable ode à la solidarité, une façon d'honorer le pouvoir d'action des femmes et d'encourager et soutenir l'engagement de citoyens et citoyennes face à ces questions. Et justement, en parlant d'engagement citoyen, en fait, on revient à la question du climat et de l'environnement, quoi. Effectivement, Marco, comment parler d'humanité sans aborder le sujet de l'urgence climatique? À quel niveau l'homme peut freiner cette crise planétaire alors même qu'il en est le responsable par son mode de consommation? On a eu l'occasion de poser la question à Marie-Louise Gourdon, la co-créatrice et organisatrice du festival. Elle nous confie que le problème principal sur l'environnement, c'est l'être humain. Son inquiétude porte davantage sur l'humanité plutôt que sur l'état de la planète. Tout part de la notion de ce qu'est être humain aujourd'hui. En fait, elle nous parle de comment être humain aujourd'hui, en 2022, pour respecter la planète bien au-delà de nos fonctions d'être humain par nature, c'est-à-dire de développer un savoir-être humain collectif en faveur de la planète. Savoir-être humain dans le monde actuel, c'est aussi et surtout savoir réfléchir à ses propres pratiques, prendre du recul sur son mode de consommation et de surconsommation, se sentir responsable et se responsabiliser dans beaucoup plus qu'une conscience écologique, mais bien de mener une véritable action écologique à la hauteur des enjeux actuels. Je terminerai ma chronique en citant les mots de Valérie Rossolini, la co-autrice avec Cyril Dion de la série documentaire Un monde nouveau. Elle nous explique que dans être humain, il y a humus. Et être humain, en réalité, c'est être humus, c'est-à-dire être un terreau fertile, riche de pensées, de sagesse, d'histoire, de culture, de connaissances techniques. Il faut savoir utiliser notre propre biodiversité et notre potentiel pour tout réinventer, foutre la paix à la nature. Valérie Rossolini nous dit « Il faut laisser la nature faire ce qu'elle sait faire, elle n'a pas besoin de nous pour ça, sauf peut-être d'un effort global puisqu'on l'a bien saboté la planète. Tout ce qu'on a à faire, c'est prendre notre place en tant qu'être humain sur Terre. » Merci. Merci beaucoup Laura. T'as assuré? Ah non, elle était top la chronique. Hein. Maintenant, on va peut-être revenir un peu sur le festival avec Vincent Corbier, qui je rappelle est le directeur des affaires culturelles de Montsartou. Il est avec nous. Pourquoi ça a été important de placer l'environnement vraiment au centre de ce festival? Ça, c'est un sillon qu'on creuse depuis longtemps. Je crois que c'est la volonté de la commissaire du festival, Marie-Louise Gourdon. Et c'est quelque chose qui paraît essentiel. Pour nous, vous avez dit beaucoup de choses dans votre chronique, c'était vraiment intéressant. Pour nous, le livre, en fait, c'est le support des idées. Donc, quand on ouvre le livre, on rentre dans le monde. Et il y a un livre pour chacun. Et là-dedans, on va retrouver le monde entier. On va partir à la recherche de ça. Et par le livre, on va faire passer des choses. Et nous, il nous semble que le Festival du livre, c'est le bon endroit. C'est le bon terreau pour pouvoir aborder des questions de société. Aujourd'hui, le thème, c'était être humain. Et c'est aussi un écho par rapport à l'année dernière. Le thème de l'année dernière, c'était toujours la vie invente. Et finalement, on s'était concentré sur la question de la nature et comment, à un moment donné, par rapport à
aux problématiques qu'on peut rencontrer, la nature trouve toujours des solutions, la vie trouve toujours des solutions. Et là, on s'est dit, maintenant, on recentre sur l'humain et quelle est notre responsabilité en tant qu'humain sur ces questions-là et comment, vous l'avez très bien dit, on doit aussi se mettre en marche, être en action par rapport à toutes les questions du dérèglement climatique, notamment. Et donc, c'est des choses qui se sont faites au fur et à mesure dans l'histoire du festival qui a 35 ans aujourd'hui, et avec des rencontres avec des gens comme Pierre Rabhi qui sont venus, comme Vandana Shiva, d'autres personnes, qui au fur et à mesure aussi ont amené ces éléments-là et ont rendu ces thématiques tellement évidentes. Et puis on est à Montsartou, et à Montsartou, cette conscience, elle existe aussi avec ce qu'a porté la municipalité pendant des années, qu'elle porte toujours. Et finalement, les choses se nourrissent. C'est parce qu'il y a le Festival du Livre qui, à un moment donné, a amené des gens comme Pierre Rabhi, Vandana Shiva ou d'autres, que les choses ont été entendues dans cette ville, et c'est parce qu'elles ont été entendues qu'elles ont été mises en œuvre et qu'elles nourrissent aujourd'hui, et qu'un Gilles Perrol, par exemple, va intervenir au Festival du Livre pour parler de la maison d'éducation à l'alimentation durable. Donc c'est tous ces éléments-là qui se retrouvent en fait et qui se nourrissent en aller-retour. Et donc voilà, ce festival, c'est un moment de bouillonnement où notre idée, c'est de faire en sorte qu'il y ait énormément de monde qui soit présent, et de créer ces rencontres, les confronter à ces questions, et surtout de les confronter à ces questions, pas sous une forme polémique, mais pour se construire sa propre conviction. Ouais. Donc, par exemple, il y avait un débat cette année sur la question des énergies. Donc l'idée, c'est pas de dire d'un côté je vais mettre les pro-nucléaires et de l'autre côté je vais mettre les Amish, mais c'est plutôt d'amener des gens qui vont amener des éléments de réflexion, avec des éléments qui peuvent dire que le nucléaire, oui, c'est un risque, mais en même temps, ça répond à un certain nombre de choses par rapport à la décarbonation. Mais de l'autre côté, il y a des énergies renouvelables, mais peuvent-elles répondre à tout, oui, comment, etc. Et comment le public, en entendant ces regards croisés, mais qui sont capables de se parler même quand ils ne sont pas d'accord, se constitue sa propre conviction, en fait, et sa propre opinion pour ensuite avoir la plus de facilité pour se mettre en marche et commencer à soi-même à s'approprier ça. Donc c'est vraiment ça l'idée du festival. Et puis en plus de la sensibilisation à ces questions, vous, le Festival de Montsartou, vous avez mis vraiment un dispositif précis pour... Alors oui, alors c'est vrai qu'aujourd'hui il y a beaucoup de choses là-dessus où finalement, notamment dans les événements, on est de plus en plus attentif à ce qu'on appelle l'empreinte carbone et à notre impact sur la planète. Alors c'est vrai que ça paraît évident d'essayer d'être le plus possible en cohérence entre ce qu'on prône et ce qu'on fait. Après, on le fait en fonction des moyens et aussi quelque part de la maturité du marché autour, parce qu'il y a des choses que vous pouvez faire, mais que vous ne pouvez pas faire seul. Si vous n'avez pas la proposition autour, vous ne pouvez pas le porter seul. Mais donc du coup, effectivement, on a mis en place beaucoup de choses. Il faut savoir que, par exemple, sur un événement, l'impact le plus important, c'est le déplacement du public. Donc, en même temps, si vous ne faites pas d'événement, il n'y a pas de public, donc vous n'avez pas d'impact. Mais si vous voulez faire un événement, nécessairement, le public se déplace. Et on pourrait se dire à quoi sert le fait de faire l'événement. Mais l'événement, c'est aussi ça qui va permettre de diffuser cette réflexion, d'échanger, de s'enrichir par rapport à ces questions-là. Puis c'est la question de la culture, tout simplement. Donc, comment on va travailler avec ça ? Nous, on a développé, par exemple, un partenariat avec TER SNCF pour inciter les gens à prendre le train. Donc, puisque si vous preniez le train de toute la région jusqu'à Montsartou pendant les 3 jours du festival, vous aviez 50% du prix du billet. Donc, comment on va inciter par ça ? Comment on va inciter en travaillant avec l'association Choisir le vélo, qui est une association qui promeut le vélo sur le territoire, pour créer des itinéraires en vélo de plusieurs villes de l'ouest du département pour venir à Montsartou. Parce que oui, c'est possible de le faire, mais que dans notre habitude, on se dit que monter à Montsartou quand on vient de Cannes, par exemple, ça paraît insurmontable, alors qu'en fait, c'est pas si compliqué. Et donc, les transports, c'est une chose en direction des auteurs. Il y a encore quelques années, on regardait avec l'équipe, on avait 70% des auteurs qui venaient en avion et 30% qui venaient en train. L'année dernière, on était à 30% qui venaient en avion et 70% en train. Donc, c'est quelque chose qui se met en place au fur et à mesure. Et pour ça, il faut que nous, on soit volontaires, mais que, par exemple, les auteurs le soient aussi. Et il y a quelques années, peut-être qu'on avait plus de difficultés à convaincre un auteur de mettre 5 heures pour descendre de Paris en train, alors qu'il pouvait mettre 3 heures en avion. Alors qu'aujourd'hui, on reçoit un écho aussi beaucoup plus favorable pour ça. Donc il faut que les deux parties, entre guillemets, soient d'accord pour le faire. Et donc ça entraîne aussi une présence plus longue des auteurs sur le festival, ce qui est intéressant pour la rencontre, mais qui change un peu la nature du fonctionnement aussi. Donc le déplacement, c'est un gros poste, c'est le poste principal en fait sur lequel on doit travailler. Tout événement doit travailler là-dessus. Il y a la nourriture, évidemment aussi. Nous, on reçoit, comme vous disiez, 300 auteurs.
Donc ces auteurs, on les nourrit tous les jours. Et ben, donc là, on a un partenariat. On a la chance d'avoir la régie agricole municipale et les cantines bio de Montsartou. Et donc, dans le cadre de la manifestation, les cantines travaillent pour nourrir les auteurs du festival. Donc on nourrit tous nos auteurs en 100% bio et local pendant la manifestation, grâce aux cantines municipales que je profite de remercier aujourd'hui parce que c'est un travail énorme pendant le week-end, en plus de leur travail de la semaine. Il y a tout le travail autour de la communication aussi. Donc il y a des choses maintenant qui deviennent presque évidentes, c'est-à-dire travailler avec des imprimeurs locaux, utiliser du papier issu des forêts géré équitablement, ou du papier recyclé, utiliser de l'encre qui est respectueuse de la nature, réduire aussi les volumes. Donc à chaque année, on reprend en fait ce qui nous reste et on analyse les volumes d'impression pour les réduire, pour être vraiment sur l'impression à minima de ce qu'il faut et pas avoir de refus. Parce que par exemple, en impression, des fois pour 100 € de plus, vous allez avoir beaucoup plus d'impression. Donc on peut avoir tendance à dire « Ah, c'est pas cher, donc j'en fais plus ». Non, aujourd'hui, il n'y a pas que la dimension financière, mais il y a aussi la dimension d'impact écologique ça, c'est important qui va rentrer là-dedans. Donc ça, c'est important. Et ensuite, on a d'autres impacts qui sont importants, c'est la question du plastique. On a supprimé tout le plastique à usage unique sur les buvettes de la manifestation. Donc ça, c'est pareil, il y a quelques années, vous savez, souvent dans les débats, vous aviez des petites bouteilles d'eau en plastique ou sur les buvettes. Quand vous êtes en manifestation, remplacer une bouteille d'eau en plastique, c'est compliqué parce que le marché n'est pas mature et les gens qui vendent les petites bouteilles d'eau n'ont pas de bouteilles d'eau autres qu'en plastique à vous proposer. Donc il a fallu inventer des systèmes avec nos bénévoles pour arriver à contourner ce problème et supprimer le plastique à usage unique. Voilà, ça c'est différents aspects qu'on essaye de mettre en place c'est bien, pour qu'on soit en cohérence entre guillemets entre ce qu'on prône et ce qu'on fait. C'est top, merci pour ces infos. Voilà. Je vous propose qu'on passe maintenant au deuxième reportage de cette émission. C'est le prix du livre Enfants engagés pour la planète. C'est signé Elisa, Emrik et Idun, une Norvégienne. Et puis Johan Elliott. Et puis Emma Robert. Voilà. Sur scène, les lauréats du concours du livre engagé pour l'écologie reçoivent un prix décerné pour la première fois. Du roman, en passant par la jeunesse et l'ouvrage français, en tout, 6 catégories sont récompensées. J'ai essayé de traiter ça de manière un peu plus ludique, comme à chaque fois que je m'adresse à cette tranche d'âge, c'est-à-dire j'en ai fait une sorte de thriller d'anticipation pour pouvoir également lancer cette alerte et ma foi peut-être réveiller l'esprit de certains jeunes sur ce problème. Voilà. Éveiller les esprits des plus jeunes en mêlant science-fiction et engagement, c'est l'idée originale de Johan Elliott. À travers son livre Le Jardin des chimères, il dénonce la disparition massive des animaux. J'ai imaginé que dans quelques années, il n'y avait vraiment plus aucun animal sur Terre. Il reste une seule girafe, la dernière, qui est en train de mourir sous l'œil des réseaux sociaux. Et dans ce monde-là, un savant, on va dire peut-être à moitié fou, décide de créer de nouvelles espèces d'animaux, des chimères. Par exemple, il mélange un tigre et une panthère, ça crée un pantigre. Elle ne se bat pas pour le futur, mais bien pour le présent. Pas avec des mots, mais avec des dessins. Dans son livre, elle déconstruit 10 idées reçues sur le climat. On n'avait pas conscience, nous, qu'il y avait un problème sociétal, un problème évidemment des gosses, mais les enfants de nos jours, ils savent par exemple que les jets privés ça pollue, ils savent que la planète va mal, ils savent que ça se réchauffe. En fait, c'est des choses qu'ils savent et il faut qu'ils comprennent en gros l'origine de ces problèmes. Faire comprendre l'origine de ces problèmes à la nouvelle génération, voilà le défi pour les défenseurs de la cause écologique. Justement, Vincent, pourquoi vous avez décidé de mettre en place ce prix du livre engagé pour les enfants ? Alors, c'est pas pour les enfants, c'est le prix du livre engagé pour la planète. Pour la planète, oui. Voilà, évidemment. Donc ça peut concerner les enfants, mais pas que, puisqu'on a plusieurs sections là-dedans. On a la section bande dessinée, la section littérature, la section essai, la section beaux livres et la section livre jeune. Livre jeunesse, justement. Mais l'idée, en fait, c'était de dire que nous, on reçoit énormément, ça fait des années qu'on reçoit énormément de cette littérature-là. Dans le festival, on trouve toute la littérature, mais on trouve plein de littératures qui vont aborder la question de l'écologie, du développement durable, ou de manière de faire passer ces messages-là de manière différente. Dans la littérature, vous pouvez avoir des livres, des romans d'amour, mais qui sont dans un contexte qui vont faire passer ces questions-là, par exemple. Et on s'est dit qu'à un moment donné, Montsartou était devenu un festival qui pouvait être reconnu, en tout cas, pour aborder ces questions et pour faire un zoom sur des livres qu'on trouvait intéressants. Donc
On s'est permis du coup de créer ce prix-là et de dire, voilà, maintenant on reçoit ces livres, on contacte les éditeurs qui nous en envoient, on les étudie, on a un comité pour ça, et donc du coup ça permet de faire un focus, une mise en avant de livres qu'on trouve intéressants pour aborder ces questions de manière différente, originale, créative, belle tout simplement. Ouais, c'est une belle initiative. En tout cas, maintenant je vous propose qu'on passe à une autre chronique, je sais que vous aimez ça. Rémi Capra, qui va vous parler d'un livre, le nouvel ouvrage de Pablo Sévigné et de Gauthier Chapelle. Pablo Servigne. Servigne, oui. Non, Servigne. Sévigné. Servigne. Servigne. Ah oui, Servigne. Okay. C'est sur l'effondrement de notre civilisation. Pardon. Oui, c'est ça. Bon, déjà, bonjour Marco. Merci. Salut Rémi. Bonjour Vincent. Alors oui, c'est bien ça. Donc l'effondrement est après expliqué à nos enfants et à nos parents. Donc ça, c'est le titre du livre. Donc, et enfin un livre, j'ai envie de dire, qui est à la portée de toutes et tous. Donc pour comprendre en fait ce phénomène qui nous attend dans notre futur proche. Alors l'effondrement, qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est la fin de notre monde à cause de la conjonction de nombreuses crises, donc comme l'urgence climatique par exemple, la disparition de la biodiversité avec les animaux qui vont disparaître, les paysages, etc. Mais aussi par exemple les catastrophes naturelles qui vont se multiplier, comme les ouragans, etc. On a eu un bon exemple avec l'ouragan Yann qui a ravagé les États-Unis il y a quelques semaines et encore aujourd'hui. Alors ce livre, il existe, donc c'est en fait c'est sur la théorie de l'effondrement qu'on appelle aussi la collapsologie. Et donc Pablo Servigne, c'est un pionnier dans ce domaine. C'est lui un peu qui l'a théorisé, qui l'a rendu célèbre. Et donc lui, c'est un docteur en biologie, tout comme son comparse Gauthier Chapelle. Donc ce livre, c'est un mini-essai et qui vient expliquer donc la fin de notre civilisation aux plus jeunes et aux plus vieux. Donc ceux qui ont vécu pendant les 30 Glorieuses. Pendant les 30 Glorieuses, et que donc les auteurs qualifient de boomers, donc c'est pas moi qui l'ai dit, c'est les auteurs. Donc c'est pas le premier ouvrage des deux auteurs, bien sûr, ils ont déjà collaboré sur de nombreuses thèses. Pablo Servigne, c'est le plus connu parce que, comme je vous l'ai dit, il a sorti de nombreux ouvrages. Il y a Comment tout peut s'effondrer, qui a été un best-seller dans le domaine de la biologie. Et donc aujourd'hui, ils reviennent avec ce nouveau livre. Donc en fait, quoi, ce livre, c'est un résumé de recherche de deux auteurs, ça, je comprends bien ? Ouais, alors, on aurait pu s'attendre à ce que ce soit le cas, mais non. En fait, c'est pas du tout ça. Les deux collègues, en fait, s'adressent à des non-initiés à la théorie de l'effondrement, et c'est pour ça qu'ils ont une approche beaucoup plus pédagogique, en fait. Et donc, en fait, c'est pas un résumé, c'est en fait une mise en scène ou des débats familiaux. On retrouve des débats familiaux dans ce livre. Donc, c'est beaucoup plus ludique, beaucoup plus intéressant, et ça nous permet de comprendre mieux, parce qu'on touche des enfants et des personnes qui n'y connaissent rien en fait à cet effondrement. Donc cette mise en scène, elle nous rappelle en fait un peu, j'ai envie de dire, les débats qu'on a eus lors de repas de famille ou qu'on a plutôt subis dans certains moments. On retrouve donc Diego dans le livre. Donc lui, c'est le père de famille. Donc il va essayer d'expliquer dans un premier temps à sa fille de 13 ans, Lucie, l'effondrement de manière simple, sans l'effrayer en fait. Et on a aussi dans une deuxième partie son fils Camille, qui est lui est zadiste, donc militant, qui a 22 ans. Donc là, c'est une discussion un peu plus adulte. Il va lui expliquer en fait qu'il faut lutter collectivement pour cette cause. Et enfin, il se confronte, Diego, à ses deux parents, donc qui eux qui ont vécu pendant les 30 Glorieuses et qui ont un peu de mal à comprendre ce phénomène, et qui pour eux, le sort de la planète, c'est juste fini, quoi. Il est comme ça, il est révolu, on ne peut plus rien faire. Donc en fait, ce père Diego, c'est lui qui incarne la pensée des deux auteurs, celle de Pablo et celle de Gauthier. Et donc c'est vraiment le personnage qui va venir éclairer le reste de sa famille. Et toi Rémi, si tu devais retenir vraiment un message de ce livre, ce serait lequel ? Alors moi, le message que j'ai retenu, c'est vraiment celui qui est véhiculé dans la deuxième partie du livre, quand donc Diego s'adresse à son fils Camille. Donc on a un échange un peu houleux avec la fougue militante du coup de Camille, qui va parler à son père Diego, mais qui lui est très, pas dans la réserve, mais beaucoup plus serein, qui va essayer de poser les choses à la façon de Pablo Servigne ou de Gauthier Chapelle. Et il y a, en fait, il lui explique qu'il faut s'efforcer de lutter collectivement, comme je le disais, pour changer les consciences, et non pas de manière isolée et répressive, comme on pourrait l'attribuer à des mouvements comme les zadistes et d'autres mouvements. Donc maintenant, je vais citer les mots du père donc de Diego, en fait, le père de Diego, enfin Diego, excusez-moi. Donc je ne sais pas si tu te rends compte, donc il s'adresse à Camille, je ne sais pas si tu te rends compte, mais on est en train de vivre des bouleversements majeurs, et ça fait péter les plombs à certains.
la remise en cause du patriarcat, la remise en question de l'Europe géopolitiquement dominante, la remise en question de l'humain au centre du vivant, c'est énorme. Un vrai changement de civilisation. Et pour le traverser, il va falloir revoir les fondamentaux, tu ne crois pas? C'est de ça qu'il s'agit. Changer la manière de voir le monde, changer de conscience. Il y a du boulot. Donc du boulot, il y en a, on l'a bien compris. C'est en tout cas celui qu'ont entrepris les deux auteurs du livre, donc édité chez Seuil, et vous pouvez le retrouver dès maintenant, depuis le 2 septembre, en librairie ou sur Internet, même à Mouansartou, il était disponible. Donc c'est un livre facile à lire, qui se dévore, et donc qui est à la portée de n'importe qui, car la fin potentielle du monde, ça nous concerne tous. Oh, merci beaucoup Rémi. T'as assuré, quand t'as dit la phrase, là, il y avait de l'entrain et tout, j'ai adoré. Il faut se mettre dedans. Ça vous a donné envie de le lire ou pas, Vincent? Je l'ai lu. Ah, oui. Je l'ai lu et j'en ai lu d'autres de Pablo Servigne, je vous conseille de les lire. Parce que ce qui est très appréciable avec Pablo Servigne, c'est que, évidemment, là, on parle d'effondrement. Donc après, si vous lisez ça, vous pouvez vous dire, en gros, à quoi bon? Ça peut être désespérant. L'année dernière, d'ailleurs, on avait accueilli une auteure qui s'appelait Laure Noala, qui avait un livre qui s'appelait « Comment être écolo sans devenir dépressif ». Il y a un peu de ça. Quand vous lisez ces livres et on vous explique en fait la théorie de l'effondrement, on pourrait se dire que ça pousse à ça. Mais ce qui est assez formidable avec Pablo Servigne, c'est d'abord, quand on le voit en direct, c'est quelqu'un de lumineux. Et j'en profite pour vous rappeler que vous pouvez revoir la conférence qui a été faite au Festival du Livre en allant sur le Facebook du festival. Un peu de promotion, n'est-ce pas? J'y étais. Puisque tout a été retransmis. Et donc il est lumineux et il est optimiste. Ouais. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne va pas vous dire, voilà, de toute façon, c'est l'effondrement, tout est fichu. Non, parce qu'il est aussi fondamentalement convaincu, et c'est un sociologue qui a fait des recherches là-dessus, sur le fait que l'humain est solidaire, qu'il y a de la solidarité, et que cette solidarité, peut-être qu'elle peut parfois sembler avoir disparu dans la société dans laquelle on vit, mais que c'est justement dans la difficulté que cette solidarité renaît. Et on le voit, quand il y a eu la tempête Alex dans la Roya, etc., ces éléments de solidarité ressortent. Et donc lui, il est aussi fondamentalement convaincu que ces effondrements qui peuvent entraîner un effondrement de civilisation ne sont pas la fin, mais c'est peut-être aussi qu'il y aura une réaction, en tout cas, de l'être humain par la solidarité pour trouver des réponses différentes aux problèmes auxquels on est confronté. Okay. Et ça, c'est vraiment agréable et fort. Et puis, c'est surtout plein d'espoir. Et nous, c'est ça qui est important aussi à Mouansartou, c'est qu'on est là pour proposer des échanges qui posent des constats, et qui sont aujourd'hui, en tout cas en termes de développement durable, des constats qui ne sont pas forcément très optimistes. Mais surtout, au-delà des constats, c'est comment on travaille sur les solutions. Et comment, du coup, aussi, non seulement on se donne une perspective, on se donne des outils de résilience et des outils d'action pour la suite. Et Pablo Servigne, là-dedans, il est vraiment dans cet état d'esprit-là, et c'est très appréciable. Ouais, carrément. Merci beaucoup pour votre avis. Merci. Maintenant, une question. Le e-book est-il green? On se dit que forcément oui, parce que c'est sur le numérique, ça ne consomme pas de papier. Pas forcément. Et d'ailleurs, on a du coup notre nouvel invité, Lucas Métairie, qui va tout vous expliquer. Salut Lucas. Salut Marco, bonjour Vincent. Bonjour. C'est à toi. Explique-nous, est-ce que le e-book, il est green? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que produire un livre, ça pollue beaucoup. Faut découper des arbres pour avoir les feuilles, il y a l'encre, il y a l'assemblage. Faut savoir aussi qu'en France, en 2017, il y a 68 000 livres qui ont été publiés. C'est énorme. Et il y a aussi 356 millions de livres qui ont été vendus neufs. Ça représente un volume colossal de papier. On peut utiliser du papier recyclé, Vincent, vous en avez parlé tout à l'heure, mais il faut savoir que c'est quand même moins de 10% de la production. Donc c'est malheureusement assez minime pour le moment. Au total, la pollution que génère un livre quand il est fabriqué, elle s'élève à 1,3 kg de CO2. Avec 1,3 kg de CO2, qu'est-ce qu'on fait selon vous? Eh bien, c'est écrit là, 2 litres d'eau en bouteille, 6 km en voiture et 681 km en TGV. Ça représente en gros un Perpignan-Dijon. C'est-à-dire que on traverse la France, quoi. Non, mais quand on sait ça, on se dit que forcément, une liseuse, c'est beaucoup plus écologique. Quand on compare la fabrication d'une liseuse de chez Sony, par exemple, ça fait 235 kg de CO2. Et cette liseuse Kindle, qui est la marque Amazon, on est plus sur du 168 kg. Donc, avec une liseuse Sony, il faut lire
180 livres pour que la liseuse devienne verte, c'est-à-dire qu'elle soit rentable écologiquement, alors qu'avec la Kindle, on est plus sur du 129. Ok. Après, le rythme des lecteurs, il varie. Donc pour un gros lecteur qui lit un livre par semaine, des profs de français par exemple, bah, la liseuse, elle va être rentable écologiquement au bout de 3 ans. Oui, en fait, ça dépend de combien de livres on lit, c'est ça? Et ouais, sauf que la vérité, c'est que les Français, ils lisent plutôt en moyenne 21 livres par an, selon le Centre national du livre. Ça ferait donc environ 8 ans et demi pour une liseuse verte. Mais c'est énorme! Et tiens-toi bien, parce que sur tous les livres que les Français lisent, eh bah, ils ne sont pas tous achetés neufs. Faut savoir que 3 quarts des lecteurs ont déjà emprunté un livre en bibliothèque ou à des proches avant de le lire. Et au final, sur la vingtaine de livres lus par les Français, il y en a 4 ou 5 qui sont achetés neufs. Donc ce chiffre de 8 ans, il monte à 40 ans pour la liseuse verte. Et quand on sait la durée de vie d'une liseuse, c'est assez affolant. Selon vous, tiens, c'est combien de temps la durée de vie d'une liseuse? Oh, je sais pas, je dirais 3 ans. Eh ben, t'es presque juste, c'est entre 2 et 10 ans. C'est fou. Donc au final, à moins d'avoir beaucoup de chance et d'avoir une liseuse qui tient bien la route, il faudra toujours mieux lire un livre papier, soit l'acheter, soit l'emprunter en bibliothèque ou l'acheter à la brocante du livre de Montsartou. Faut savoir une petite stat, la liseuse au final elle devient écologique à partir du moment où vous lisez plus de 68 livres par an. Ça fait en gros 6 livres par mois, ce qui est énorme. Merci beaucoup Lucas pour ta chronique. N'hésitez pas à nous dire d'ailleurs dans les commentaires si vous lisez sur une liseuse, si vous préférez les livres en physique. Et vous Vincent, du coup, qu'est-ce que vous pensez du e-book? Alors moi je lis du livre papier, effectivement. J'ai pas appris grand-chose. Par contre, les ordres de grandeur, je les connaissais pas, donc c'est très intéressant. Et je pense que dans la donnée, ce qui a à rajouter, c'est la consommation électrique, même si elle est minime, elle existe. Donc au kilo de CO2 que vous avez mis, je pense qu'il faut ajouter en plus cette problématique de consommation. Ça, c'est un élément. En revanche, ça n'empêche pas d'avoir une réflexion sur la question du livre. Parce qu'aujourd'hui, le livre, effectivement, il est moins polluant. Mais comme on dit toujours, le déchet le moins polluant, c'est celui qu'on ne produit pas. Et la question au niveau du livre, c'est plutôt comment est-ce que ou pas on surproduit du livre qu'on envoie au pilon derrière, ou est-ce qu'il faut travailler aussi comme on essaie de le faire nous. Et c'est pas facile, hein, c'est pour ça que je ne jette pas la pierre du tout aux éditeurs, c'est pas facile du tout, mais quand on imprime nous nos programmes, nos affiches, etc., on essaye d'être au plus juste par rapport à nos besoins. Et ben eux, quand on sort les livres, forcément, on les sort en beaucoup d'exemplaires parce qu'on ne sait pas s'ils vont avoir une réussite commerciale ou pas. Mais comment on travaille cette question de la production du livre, du volume, c'est un peu l'enjeu aussi au niveau du livre quand même. Et là, on voit que cette année, avec la crise qu'on connaît en ce moment, le coût du papier a pris 60% plus cher, et que ça a paradoxalement un impact écologique sur le livre, puisque du coup, les éditeurs font plus attention, puisque le papier ne coûtait vraiment pas cher, et aujourd'hui, ils impriment en étant plus attentifs au volume de livres, puisque le papier coûte vraiment beaucoup plus cher. Est-ce que ça pose pas un petit problème le fait que voilà, avec les livres sur le numérique, on peut plus les revendre pour votre festival? Est-ce que ça n'a pas un petit impact? Alors, pour notre festival, je pense que l'impact est vraiment résiduel. Je crois que la liseuse, c'est quelque chose qui fonctionne vraiment bien de toute façon pour les gros lecteurs. Moi, j'ai un frère qui est bibliothécaire et qui a une liseuse, mais c'est quelqu'un effectivement qui lit, je dirais, une bonne quinzaine de livres par mois. Ouais. Donc, il n'a pas de problème avec ça. Et effectivement, avant, il partait en vacances avec un sac plein de bouquins. Maintenant, il part avec sa liseuse. Il y a une praticité, mais parce qu'il a une vraie pratique de lecteur. Pour le reste, c'est effectivement pas forcément adapté. Ok, d'accord. Maintenant, on va passer à une prochaine chronique, une chronique binge-watching. Je sens qu'elle va vous plaire, celle-là. On va parler d'une mini-série documentaire, Un monde nouveau de Cyril Dion, et non pas Céline Dion. Ça a été projeté en avant-première au festival ce week-end. Et Maxime, tu l'as vu aujourd'hui et tu vas nous en parler. Oui, Marco, bonjour Vincent. Bonjour. Donc Un monde nouveau, c'est la nouvelle réalisation de Cyril Dion. Cet auteur, vous le connaissez sûrement, il est donc réalisateur, écrivain et il est militant écologiste. On lui doit notamment le film Demain, qui a été réalisé avec Mélanie Laurent en 2015. Donc ce tout premier film documentaire de Cyril Dion, il met en avant en fait les initiatives écologiques ce film documentaire a d'ailleurs gagné le César du meilleur film documentaire en 2016. Donc par la suite, Cyril Dion a
a réalisé d'autres documentaires, dont Animal, qui est axé lui plus sur le monde du vivant. Et entre-temps, Cyril Dion écrit des livres, dont le dernier qui est À l'orée du danger, c'est un recueil de poèmes. Et cette année, donc, Cyril Dion revient avec une série documentaire, Un monde nouveau. Elle dresse, en fait, cette série, un plan en 3 étapes pour lutter contre les bouleversements écologiques. Donc, résister, s'adapter et régénérer sont les noms des 3 volets de cette série. Le spectateur voyage dans plus de 15 pays et va à la rencontre d'acteurs qui ont en fait bouleversé et révolutionné un territoire, un pays ou un secteur économique, des gestes qui ont modifié profondément les habitudes pour créer une situation durable, à la fois sur le plan économique, mais aussi sur le plan écologique et le plan social. Et donc du coup, on va écouter tout de suite, c'est ça, Valérie Rossolini, qui est la co-autrice, hein, qui explique donc les 3 épisodes. C'est ça, qui revient précisément là-dessus. Donc en fait, on est vraiment passé du plus local dans les premiers films de Cyril au plus global dans ce film-là. Et là, la démarche, elle est systémique, c'est-à-dire elle est en 3 volets. C'est à la fois de dire qu'il nous faut résister, c'est-à-dire avoir vraiment conscience de l'enjeu, mais pleinement et résister collectivement et pas juste chacun à notre petite échelle individuelle. Deuxièmement, s'adapter très très vite parce que le choc qui nous attend est tellement vertigineux et tellement inévitable que le seul moyen d'y survivre, non pas nous en tant qu'espèce, mais toute la planète en tant que planète, y compris nous dans la biodiversité globale. Comment s'adapter pour faire face à ce choc et être résilient. Et la 3e chose, c'est aller au-delà de ça, parce qu'il faut quand même essayer d'être optimiste, et se dire qu'au-delà de résister et s'adapter, on peut aussi régénérer. Et régénérer, c'est non seulement l'environnement tel qu'on l'imagine, donc la forêt, la mangrove, l'océan, etc., mais c'est aussi donc toute cette nature qui peut nous aider à nous régénérer aussi. Mais nous aussi nous régénérer en tant qu'espèce humaine et en tant que société et en tant que corps politique et régénérer la vie de la cité en fait qui est la nôtre. Donc Valérie Rossolini, la co-autrice, Thierry Robert, le réalisateur et Fabrice Papillon, le producteur, étaient présents samedi soir pour l'avant-première de la série à Montsartou. Cette série a été, le premier épisode qui a été diffusé a été reçu avec succès. Le traitement du problème écologique est expliqué de façon complète, appuyé par des preuves scientifiques, des enquêtes de journalistes. Les solutions apportées sont étayées par des témoignages pertinents. Et à chaque fois, c'est plein d'optimisme. Et ça, c'est vraiment le point fort du documentaire. On nous montre comment faire, on explore des solutions qui ont fait leurs preuves. On nous indique les voies pour améliorer la situation. La co-autrice l'a formulé pendant le débat à la suite de la projection. Je cite, « Un autre récit est possible pour l'avenir de notre civilisation, un récit optimiste où l'on trouve notre place dans un monde nouveau. » Et tu m'as vraiment donné envie de le voir. Quand est-ce qu'on pourra le voir ? Alors, le documentaire, il est à retrouver sur Arte, qui est le principal financeur de la série documentaire. Ce sera le 15 novembre, à partir de 20h45. Les 3 épisodes seront diffusés, mais la série sera disponible en pré-play une semaine avant sur la plateforme Arte. Donc c'est le 8 novembre qu'elle sera disponible. Et elle restera en accès gratuit librement sur la plateforme pendant 3 mois. Ok, top. Merci beaucoup, Maxime. De rien. Et justement, pourquoi vous avez choisi de sélectionner ce film au festival ? Mais parce qu'il reprend très bien un peu tout ce qu'on s'est déjà dit sur la manière dont on a envie d'aborder ces questions-là. D'abord, on veut les aborder parce qu'elles sont essentielles, et on veut les aborder sous le prisme des solutions. Et Cyril Dion, on le connaît bien, il est venu plusieurs fois, il était là l'année dernière pour son recueil de poésie. On a remarqué que souvent, les gens qui sont engagés sur ces questions, qui ne sont pas des questions faciles, parce que c'est des questions angoissantes aussi, écrivent souvent de la poésie, et je pense que c'est un échappatoire pour eux qui leur fait du bien. Et ils l'avaient partagé avec nous l'année dernière dans un très beau concert avec l'Orchestre de Cannes. Et donc, Cyril Dion, c'est quelqu'un qu'on suit, qui nous suit, qui est à l'origine aussi du mouvement des Colibris avec Pierre Rabhi, et c'est un mouvement national maintenant, mais qui a été créé à Montsartou aussi. Ouais. Et voilà, donc à un moment donné, Fabrice Papillon, qui est déjà venu, qui est le producteur, nous a parlé de ce documentaire, et ça nous paraissait tout simplement une évidence
que l'ouverture du vendredi soir du Festival du Livre se fasse avec ce film, qui vraiment, comme vous l'avez dit, est très pédagogique et en même temps apporte cette question avec des éléments de solution, avec des éléments d'engagement en fait. Et on se retrouve complètement dans cette philosophie-là. Ouais, complètement. Et vous l'avez vu, vous, le premier épisode? Oui, bien sûr. On nous a envoyé des liens avant la projection. On a vu le documentaire, puis après on l'a projeté. Tout à fait. Merci beaucoup à vous deux. Et si, pour terminer l'émission, on passait pas à une petite chronique musicale avec Mathilde qui va nous parler de la lutte pour le climat et l'activisme écologique à travers la musique. Oui, tout à fait. Et en fait, c'est pas nouveau la lutte écologique ou pour l'environnement dans la musique. Et en fait, si on y pense, ça remonte déjà aux années 60 avec les mouvements hippies. Et notamment, un des premiers à avoir inscrit le mot écologie dans un titre de chanson, c'est Marvin Gaye avec Mercy Mercy Me. Extrait. Oui, on voudrait l'extrait. Whoa, oh, mercy, mercy me. All things ain't what. Et aussi encore la surpopulation. Dans les années 70, c'était déjà une préoccupation pour de nombreux chanteurs. Donc là, un autre extrait, tu vois. Ouais. Non. Sans conscience, n'est que ruine de l'âme. Science, sans conscience. Rastafari, qui vient à travers le reggae. Et c'est un autre pilier de la prise de conscience écologique. Et donc on a déjà la chanson d'Alpha Blondy qui, Science sans conscience, dénonce les méfaits des progrès scientifiques. Donc par exemple l'utilisation d'armes chimiques qui vient arriver. On a vu ça par exemple au Vietnam, tu vois, le napalm, l'agent orange. Et donc on est censé avoir un autre extrait de musique qui ne vient pas. À jamais 203 donc. Ouais, du coup. Et... Est-ce qu'on leur laisse un petit laps de temps? Un petit laps de temps. Non, on va le mettre au montage. On va mettre au montage si c'est possible. Ah, c'est bon. Est-ce que c'est bon? Ah, vas-y, tu peux continuer du coup. Du coup, en France, c'est ça. Qu'est-ce qu'ils font nos artistes? Eh bien, en France, on a le groupe Trio qui revient le plus souvent avec l'hymne de nos compagnes. Ça, je pense que j'ai pas besoin de mettre un extrait. On l'a tous dans la tête. À force de l'avoir sur Nostalgie, par exemple, l'été. Et sinon, on a le groupe de métal Gojira, parce que la musique et l'environnement, ça touche tous les types de musique, donc même le métal. Et donc eux, ils ont vraiment fait de l'écologie et de l'environnement leur cheval de bataille. Donc une chanson qui illustre bien ce combat, c'est Amazonia, dans leur dernier album Fortitude, dans lequel le quatuor parle de la destruction de la forêt donc amazonienne et de l'oppression des peuples indigènes. Vous la connaîtrez pas par hasard? Celle-là, je la connais pas, de Gojira. Ah oui, pas celle-là. Mais il y a d'autres, il y a Sepultura aussi qui a travaillé là-dessus. Oui, ça c'est un groupe brésilien. Ouais, c'est ça, qui a aussi travaillé sur. Donc toutes les recettes de cette chanson seront versées à l'articulation des peuples indigènes du Brésil. Donc c'est une organisation qui se bat justement pour les droits des tribus dans la forêt amazonienne sur le territoire brésilien. Une autre artiste qui dernièrement a su se démarquer, c'est notre champignon préféré finalement, c'est Claire Pommeret, donc de son nom de scène Pomme, qui a fourni déjà quelques impératifs sur sa tournée. Donc elle impose des repas végétariens à ses équipes et elle a su aussi faire un peu bouger sa maison, sa maison de production, donc Universal Music France. Et dans une émission faite par Blast, dans une interview, elle en parle justement de ses actions, de ces petits changements qu'elle a réussi et finalement du changement des disquettes de disques et de vinyle. Ensuite, pour Les Failles, qui était mon deuxième album, j'avais beaucoup plus d'assises et j'étais beaucoup plus confiante et tout. Et j'ai dit, bon, là, les gars, en fait, c'est plus possible. Les espèces de boîtes en plastique, là, en espèce de cristal plastique de CD qui se cassent et qui, en plus, sont du gros plastique, pas du tout recyclable ni recyclé et tout. Moi, c'est impossible pour moi de proposer ça aux gens. Donc, est-ce qu'on peut faire affaire avec une entreprise qui fait des digipacks qu'on appelle, donc qui est l'emballage de l'album en papier, en carton recyclé? Et alors au début, on m'a dit en fait, il y en avait 2 en France et elles ont fermé parce que plus personne fait ça et tout. Donc on va voir comment on peut faire et tout. Et en fait,
Du coup, je pense que le fait de vraiment insister, moi j'ai dit, moi de toute façon c'est mort, c'est ça ou rien. Bon, malheureusement, il y a toujours, maintenant il est recyclé aussi, ou recyclable, je sais plus. Je pense qu'il est recyclé mais pas recyclable. Il y a toujours le petit cellophane qui est obligatoire, mais dans tous les produits du monde quasiment. Je sais pas si c'est possible légalement de l'enlever, parce qu'en fait, comme c'est une protection et que c'est une garantie de bonne qualité, ça ils veulent pas l'enlever, donc maintenant ils le font en plastique recyclé. Mais donc, tout le reste du cellophane et du CD, évidemment, qui est dans une matière qui est en alu. Enfin, je sais pas trop ce que c'est un CD, mais voilà. C'est donc que du carton recyclé. Et en fait, je pense que après, je sais pas si ça a un lien avec le fait que, du coup, les entreprises qui faisaient des digipacks en carton recyclé n'étaient plus du tout pérennes. Bah, Universal, ils ont instauré cette règle, en fait, pour tous les artistes Universal. Donc, en fait, tous les artistes Universal en France ont maintenant des digipacks en carton recyclé. Je sais pas trop si, bon, peut-être ils ont trouvé que c'était une bonne idée, mais en même temps, je me dis, il y a d'autres gens avant qui avaient eu cette idée, donc je comprends pas pourquoi ils l'ont pas fait avant. Donc je me demande donc, potentiellement, c'est peut-être lié à toi, quoi. Bah peut-être, ouais. Mais c'est vrai que Mathilde, aujourd'hui, on n'achète plus trop de CD. Alors, ils achètent des vinyles pour leur esthétisme. C'est vrai qu'aujourd'hui, on consomme vraiment les plateformes de streaming, que ce soit Spotify, Deezer. Mais est-ce que c'est plus écolo ? En fait, cette idée de dématérialisation de la musique, c'est souvent perçu à tort comme écologique, mais en fait, des recherches ont été menées à l'université de Glasgow, et quand on regarde, tu vois, la vente des disques, elle baisse drastiquement au cours des années, mais pourtant, la pollution qui émane de la musique, de l'industrie de la musique, elle ne fait qu'augmenter, et là, on atteint des niveaux records. Et en fait, ça, c'est parce qu'on consomme beaucoup plus de musique en streaming, donc que ce soit sur Deezer ou Spotify, comme tu l'as dit. Et finalement, en fait, c'est pas en rejetant des déchets avec ton iPhone, mais comme c'est hébergé sur des data centers, l'énergie qui est consommée par les data centers, c'est énorme. Donc en fait, ça revient toujours au même problème. Ça dépend d'où vient l'énergie. Et donc, si on a une énergie verte ou une énergie renouvelable, forcément que ce sera moins écolo. Enfin, que ce sera plus écolo, pardon. Ouais, forcément. Et donc, voilà, merci beaucoup, Mathilde. Merci à vous, merci à Vincent d'être là. Voilà. Et puis même, voilà, c'est la fin de cette émission. Donc, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. On est super contents. Ça s'est bien passé, vous avez bien aimé ? Super intéressant, j'ai appris plein de choses. Voilà. Top. Après, sur la musique, si je peux me permettre, vous avez raison qu'à partir du moment où l'énergie est verte, il y aura moins d'impact, mais néanmoins, vous gardez des serveurs qui tournent en permanence, alors vous n'écoutez pas la musique tout le temps. Et écouter un disque ou un vinyle aura forcément moins d'impact écologiquement. Personnellement, j'écoute des vinyles. Ouais. Bon, merci beaucoup. Merci. En tout cas, merci beaucoup. Vivement le prochain festival du livre. C'est dans un an. Ouais, c'est ça, dans un an. Merci aussi à tous ceux qui ont regardé la vidéo, c'était top. Normalement, on devait être en live sur Twitch, on est désolé, il y a eu quelques petits problèmes techniques, mais pour la prochaine émission, tout ça sera réglé. Voilà, parlez-en à vos amis, parlez-en autour de vous, ça nous aidera vraiment. N'hésitez pas à vous abonner sur nos différents réseaux, on est sur YouTube, sur Insta, sur TikTok, on est partout. Voilà, et donc vous tapez Révolution numérique sur la barre de recherche et vous trouverez. Dans 2 semaines, le thème c'est changement climatique en PACA, ça va être super intéressant, donc soyez au rendez-vous. Merci à toute l'équipe de Greenwatching qui a fait vraiment un travail formidable, ils se sont donnés pour cette émission. Merci à l'UT de la Nice Côte d'Azur qui a permis qu'on tourne ici. Merci à vous, les Greenwatchers qui avaient été là. On se donne rendez-vous dans 2 semaines, le 24 octobre à 16h30. Ciao, ciao.